On continue avec le cours sur les graphes et on aborde maintenant l'implémentation, donc la représentation des graphes. Donc les graphes peuvent être représentés par la matrice, une matrice d'adjacence, par des matrices d'adjacence, par des listes d'adjacence et même aussi par des matrices d'incidence. Alors, matrice d'adjacence. Si on suppose qu'on a un graphe G égale à x U, le couple XU, X est l'ensemble des sommets et U l'ensemble des arcs. Une matrice d'adjacence, c'est en fait une matrice de taille n croix n. En fait, c'est une matrice où n est le nombre de sommets, donc une matrice de taille n fois n. Donc, les éléments m de ij, en fait, c'est des booléens, c'est-à-dire, c'est logique. Donc, s'il y a un lien entre l'arc x et j, donc c'est un 1. Si l'absence d'un arc, en cas d'absence d'arc, c'est 0. Alors, par exemple, si je prends ce graphe-là, donc les éléments de la matrice, c'est soit des 0, soit des 1. Donc, 1, c'est quand il y a un lien. Par exemple, x2, x1, il n'est lié à aucun sommet. Donc, c'est des 0 partout. Mais par contre, x2 est lié, il y a un arc qui va de x2 vers x1 et un arc qui va de x2 vers x3. Donc là, on va apparaître le 1 sur la colonne, dans la colonne x1 et un arc dans plutôt un 1 dans la colonne x3. Pareil, hein, pour x3, là, on voit que x3 est relié à lui-même et à x4. Donc là, ici, donc, dans la colonne x3, on a un 1 et dans la colonne x4, il y a un 1 aussi, etc. Donc, par exemple, le x5, le sommet 5, il n'est relié à aucun sommet aussi, hein, donc il y a des zéros partout. Alors, si le graphe est évalué, donc, si le graphe est évalué, on la note généralement la matrice d'adjacent au lieu de M, on la note par W, hein, ça vient de weight. Et donc, là où vous devez avoir un 1, c'est plutôt les poids des arcs qui sont indiqués, là, qui sont mis hein, dans les cases W et J. Donc, d'un coup, c'est une matrice d'adjacence et d'un autre coup, en fait, d'une pierre deux coups, si vous voulez, elle représente une matrice d'adjacence et aussi une matrice indiquant les poids des arcs. Là, par exemple, le sommet x2 est relié à x1 avec un poids de 3 hein, et il est relié à x3 par un poids de 2. Donc, voilà. Ce que je voulais dire comme remarque très importante, c'est qu'une matrice d'adjacence nous permet de détecter trois choses. La connectivité, hein, si le graphe est bien sûr dense ou pas, hein, s'il y a plein de zéros, ça veut dire que le graphe est de faible densité. S'il y a plus de 1, enfin qu'il y a énormément de 1, on va dire qu'il est plutôt dense. Hein, donc c'est la connectivité. En plus, on peut détecter aussi les boucles dans un graphe. Hein, si on a des 1 sur la diagonale, hein, là, ça veut dire qu'on a des boucles, les sommets sont reliés avec eux-mêmes. Et on peut aussi détecter la symétrie d'un graphe. Par exemple, dans le cas d'une symétrie, ce qu'il y a au-dessous de la diagonale est exactement égal à ce qu'il y a au-dessus de la diagonale, hein, la symétrie. Maintenant, si je reprends par exemple l'exemple précédent, là par exemple x3 est relié à lui-même, hein. Donc x3 est relié avec x3, j'ai un 1 sur la diagonale. Donc la boucle est facilement détectée. Voilà. Maintenant, il est facile aussi d'avoir les successeurs d'un sommet. Hein. Par exemple, si je veux les successeurs de x3, là facilement je peux avoir, là où il y a des 1, là parce que c'est un graphe valué G6, mais là où il y a des 1, ça veut dire que là c'est un successeur, hein, ce qui a x4 est un successeur de x3. Si je reviens à la matrice d'adjacence hein, dans un graphe non valué, par exemple x3, là j'ai facilement les successeurs de x3 qui sont x3 lui-même et x4. Voilà. C'est un accès en haut de 1 hein, pour avoir en fait le lien, c'est-à-dire pour vérifier s'il y a un lien ou pas, c'est un accès en haut de 1. Donc tout de suite j'ai le lien. Hein. Facilement je détecte les liens entre les sommets. Hein. Donc la matrice d'adjacence peut nous permet aussi
donc d'avoir facilement les successeurs et les prédécesseurs. En plus, on peut aussi avoir les longueurs, enfin des informations sur la longueur d'un chemin. Hein, on va voir comment. Mais ce qu'il y a, c'est que imaginez que le graphe est de très faible densité. On aura plein de zéros hein, dans la matrice, ce qui est une perte colossale de case mémoire. Donc cette façon de représenter un graphe n'est pas adéquate pour les graphes de très faible densité. Hein. Donc autant chercher une autre manière de représenter un graphe quand il est de très faible densité. Par contre, elle est un bon moyen de représenter, ça représente un bon moyen pour d'implémentation, si vous voulez, pour les graphes de très denses, on va dire, ou denses en général. Voilà. Maintenant, comment peut-on déclarer cette structure hein, si on utilise matrice d'adjacence, nous avons un maximum de sommets, bien sûr, hein, à préciser. Et puis la structure, c'est que nous avons, si c'est le graphe évalué, donc on a une matrice pour les points, une matrice de taille n fois n, hein, n étant le nombre de sommets, et bien sûr on a l'ordre du graphe et le nombre d'arcs du graphe à préciser. Maintenant si on veut avoir les successeurs d'un nœud, il faut juste, si je veux par exemple avoir le successeur de x1, c'est juste me balader sur la ligne pour détecter les 1 hein, sur la ligne. Hein. Donc quand je détecte un 1, ça veut dire que la colonne qui correspond est le sommet successeur. Là, x1 n'a pas de successeur, mais si je prends x2 comme sommet, ses successeurs, c'est x1 et x3. Donc, je ouvre une boucle de 1 à n pour localiser les 1 et afficher les sommets ou les colonnes qui correspondent. La complexité, bien sûr, c'est O de n. Maintenant, si je veux avoir les prédécesseurs, pareil, mais ce sera un parcours en vertical, c'est-à-dire, je me balade sur la colonne et détecte là où il y a des 1, et là, j'affiche les lignes qui correspondent. Donc, je vais afficher par exemple dans le cas du sommet 2, x2, là le sommet x2 il n'a pas de prédécesseur, hein, mais le sommet x3 par contre il en a 3, donc le sommet x3 il a comme prédécesseur x2, x3 lui-même et x4. Voilà. Et la complexité en O de n est en O de n. Maintenant, rappelez-vous de la remarque, c'est-à-dire il nous permet de donner des informations sur la longueur d'un chemin. Alors, si on prend cette matrice, on la multiplie par elle-même, par exemple au carré, hein, calculer m fois m, ça nous permet d'avoir les chemins de longueur 2, hein, entre deux sommets, en fait, entre deux sommets xi et xj. Donc, le coefficient de la matrice mij au carré, en fait, la matrice au carré ij, donc nous donne le nombre de chemins ou de chaînes, on va dire, plutôt chaîne de longueur 2. Maintenant, si on l'élève à 3, la matrice, on calcule m à la puissance 3, on aura le nombre de chaînes de longueur 3. Et en général, si on prend un entier p, en général, on aura le nombre de chaînes de longueur p. Maintenant, le deuxième type ou la deuxième façon de représenter un graphe, c'est la liste d'adjacence. Et donc, cette liste d'adjacence peut être sous forme contiguë, hein, des tableaux purement statiques en fait, ou ça peut être sous forme de liste chaînée. Alors, comment? Alors, si on prend la représentation contiguë, hein, sous forme de tableau, et donc ça serait prendre un tableau des successeurs et représenter et mettre les successeurs de chaque sommet en fait du graphe. Ce tableau on l'appelle suc. Alors je vais placer les gammas de 1, le sommet 1, ensuite les gammas du sommet, le gamma de 2, c'est-à-dire les successeurs du sommet 2, etc. jusqu'au gamma de n qui sont les successeurs du sommet, du nème sommet, le dernier sommet du graphe. Maintenant, sûrement, on va avoir combien de cases? On va avoir m cases. Maintenant, ce qui va être, ce que l'on va avoir comme problème, c'est où commencent les successeurs du premier, où s'arrêtent les successeurs du premier, où commencent les successeurs du deuxième, et où s'arrêtent les successeurs du deuxième. Là, il nous faut des repères. Alors, il nous faut des repères, et donc, un moyen pour avoir les repères, c'est en fait d'utiliser un deuxième tableau, tête, qui va nous donner, en fait, où commencent les successeurs de chaque sommet. Par exemple, pour le sommet 1,
j'aurai tête de 1 qui va me donner la case ou le numéro de case ou l'indice de la case dans suc où commencent les successeurs du sommet 1. Les sucs de 2, je vais les avoir dans tête de 2 en fait. Tête de 2 va m'indiquer où commencent les successeurs du sommet 2. Ce qu'il y a, c'est que pour le dernier sommet, le nème, je dois avoir où commencent aussi les successeurs du nème sommet et aussi en plus où s'arrêtent les successeurs du dernier sommet. C'est très important d'avoir aussi où ils s'arrêtent pour pouvoir les avoir tous. C'est pour ça qu'on aura besoin d'une n plus unième case dans le tableau de tête. C'est pour avoir justement où s'arrêtent, où se terminent les successeurs du sommet, en fait, du sommet, le dernier sommet, le nème sommet. Voilà, le nème sommet. Donc, si je prends un exemple, là, rappelez-vous, là, surtout, hein, je dois avoir besoin du n plus unième case, hein, pour avoir là où commence, ou plutôt là où se terminent les successeurs du dernier sommet, le nème sommet. Si je prends ce graphe-là, hein, donc là, je vais avoir dans suc ici les successeurs, puisque le x1 n'a pas de successeur, donc je n'aurai rien du tout, hein, ça sera vide. Mais comme on ne doit pas laisser de case creuse, je vais placer les successeurs de x2. Donc les successeurs de x2, j'en ai 2, c'est 1 et 3. Je placerai encore les successeurs du sommet x3. Voilà. Et ensuite les successeurs du sommet x4. Hein, x4. Normalement aussi les successeurs du sommet x5. Mais comme x5 ici dans cet exemple n'a pas de successeur, donc je n'ai rien à la suite. J'ai juste les successeurs du sommet x4. Maintenant, comme le sommet 1 où x1 n'a pas de successeur, dans le tableau tête, la position où commencent les successeurs du sommet 2 coïncide avec la position où on doit commencer ou devait commencer les successeurs de 1 en fait. Comme il n'en a pas, donc on a tête de 1 qui est égale à tête de 2. Il coïncide, puisque gamma de 1 c'est l'ensemble vide, il n'en a pas. Dernière aussi, pour le dernier sommet x5, il n'en a pas, hein, il n'a pas de successeur. Donc, mais ce que je sais, c'est en fait, s'il en avait, les successeurs de x5, s'il en avait, ils doivent commencer à partir de la 7e case, c'est-à-dire à partir d'ici, c'est-à-dire la 7e case. Donc, le sommet 5 ou le sommet x5, ses successeurs doivent commencer à la case 7. Mais comme il n'en a pas, ils doivent se terminer ici à la case 7. Ça veut dire que j'en ai pas. Il n'a pas de successeur. Mais par contre, s'il en avait, ça sera de 7 jusqu'à, par exemple, 10 ou 12, s'il en avait des sommets. Voilà. Donc, la dernière case, ça sert à indiquer où se terminent les successeurs. Donc, de 7 à 7, ça veut dire qu'il n'en a pas. Hein? 7 à 7 moins 1, parce que pour avoir les successeurs de chaque sommet, je vais prendre, pour avoir les gamma de 1 par exemple, le gamma de 2, parce que le gamma de 1 ici, il n'y en a pas. Par exemple, pour avoir les gamma de 2, je vais prendre les successeurs dans le suc de tête de 2, qui est 1, jusqu'à tête de 3 moins 1. Tête de 3, c'est 3. 3 moins 1, ça donne 2. Donc, de 1 à 2, j'aurai les gamma de x2. Voilà. Et là, pour avoir les gamma de 3, x3 ici, x3, ça sera de tête de 3 jusqu'à tête de 4, x4, moins 1. Ça veut dire que c'est de 3 à 4. 5 moins 1, c'est 4. De 3 à 4, j'aurai les successeurs de x3. Pareil pour x4. Donc, je vais avoir ici de 5 à 6 les successeurs, donc de 5 à 7 moins 1, de 5 à 6 les successeurs de x4. Et comme x5 n'en a pas, ça sera de 7 jusqu'à 7 moins 1, de 7 jusqu'à 6. Et rappelez-vous une boucle quand la borne est inférieure et supérieure à la borne sup, la boucle on n'y rentre même pas, elle se fait pas du tout. Donc, il n'y aura aucun successeur qui sera détecté. Voilà. Alors, là, c'est un autre exemple. Là, je suis sur le même cas. Là, x1 n'a pas de successeur, mais plutôt x2, c'est plutôt x2 qui en a.
Et donc, le tête de 1 coïncide avec tête de 2, forcément. Et donc, x2, ses successeurs, c'est 1 et 2. Donc, ça va de 1 jusqu'à 3 moins 1, donc de 1 à 2. Les autres successeurs, donc, c'est de à partir de la case 3, hein, les successeurs de x3, ils commencent à partir de la troisième case, d'accord, et s'arrêtent au niveau de la case 6, en fait, c'est 7 moins 1, c'est 6, donc voilà, vous voyez que ça s'arrête jusqu'à 6. Le dernier sommet qui est x4, il a 3 successeurs, hein, c'est 1, 2, 3, c'est x1, x2 et x3, et donc voilà. Maintenant, remarque, les graphes non orientés sont codés par des graphes orientés symétriques, forcément, hein, parce que là, si x est le successeur de y est aussi un successeur, en fait, x est aussi un successeur de y, voilà, c'est un graphe non orienté. Maintenant, le x apparaît dans la liste des successeurs de y, et y apparaît dans la liste des successeurs de x, forcément. Donc, si le graphe évalue, on aura un troisième tableau, bien sûr, W, qui aura autant de cases que suc, hein. Si on a m arc, donc le suc, il aura m cases, et le W pour les poids, il aura m cases. Maintenant, comment déclarer cette structure? On a donc deux tableaux. Là, la tête, le tableau tête, c'est max nœud plus 1, maximum de sommet, hein, plus 1. On aura toujours besoin de la case, la dernière, n plus unième 1 pour détecter où s'arrêtent les successeurs du dernier sommet. Et on aura un tableau pour les poids si le graphe est évalué. La taille du graphe, l'ordre, et bien sûr le nombre de sommets et le nombre d'arcs. Alors, si je veux avoir les successeurs d'un sommet x, je vais aller à tête et prendre les repères, les positions dans suc, c'est de tête de x à tête de x plus 1 moins 1 pour avoir les successeurs donc d'un sommet x. Maintenant, si je veux avoir les prédécesseurs, c'est que je vais chercher pour chaque sommet dans tête ici, pour chaque position ici, 1, 2, 3, 4 jusqu'à n, je vais chercher dans le tableau suc, dans les gamma des i, si là j'ai des i, tête de i, pour chaque tête de i, je vais voir si x figure dans les gamma de i. Je vais chercher x ici, ensuite x ici, x ici. Si je localise x ici, par exemple, je vais afficher le sommet i, c'est-à-dire le 1, le sommet 1. Si j'ai dans les gamma ici de i, qui est là, par exemple, bon, bien sûr, dans cet exemple, c'est le sommet 1 qui n'en a pas, en fait, c'est x2 ici. Donc, si je vais chercher ici, je vais localiser x ici comme successeur. Ça veut dire que je vais afficher le sommet ici dans tête qui m'a donné ce gamma, ces gamma-là, voilà, etc. Donc, on a une complexité en O de n plus m, ce qui est à peu près, c'est O de m, en fait. Pourquoi? Parce que dans un graphe, le m, il dépasse toujours le nombre de sommets. Au moins, dans un graphe connexe, au moins n moins 1 sommet. Donc, m est toujours plus grand que n. C'est pour ça que le n est toujours absorbé. Hein. La valeur de n est absorbée. Et donc, on va dire c'est à peu près O de m. Et sachez aussi que m est toujours inférieur ou égal à n au carré. Rappelez-vous, le max d'arc que peut avoir un graphe, c'est n fois n, en fait. Donc, m est toujours inférieur ou égal à n au carré. Donc là, on a une complexité en O de m. Mais si on veut, par exemple, avoir, là, c'est juste pour avoir un prédécesseur, le prédécesseur d'un sommet x, en fait, un seul sommet. Si on va avoir les prédécesseurs de tous les sommets du graphe, donc ça sera une complexité en O de n fois m. C'est n fois cette complexité. Maintenant, est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, on peut faire mieux, c'est-à-dire de prendre le graphe inverse. Parce que si je représente le graphe inverse sous forme de liste d'adjacence, ici, les successeurs du graphe inverse ne sont autres que les prédécesseurs dans le graphe G, en fait, d'origine originelle. Donc, dans un graphe inverse, les successeurs ne sont autres que les prédécesseurs dans le graphe G. Hein. G-1, c'est des successeurs, mais dans G, mais c'est en fait les prédécesseurs dans le graphe G. Donc, si au départ, j'avais représenté G
sous forme de matrice adjacente. Donc j'aurai pour avoir les successeurs, rappelez-vous, c'est une complexion O de n plus m, c'est à peu près O de n. Mais si en plus je représente le graphe G-1, j'aurai une complexité aussi, donc O de n plus m, donc ce serait un total de O de 2 fois O de n plus m en fait. Là c'est beaucoup mieux que O de n fois m. D'accord? Voilà. Maintenant, ce qu'on peut remarquer, c'est que cette façon de représenter sous forme de liste d'adjacence est très favorable, enfin on va dire très avantageuse dans le cas où le graphe est de faible densité. On fait une économie incroyable de cases mémoire. Au lieu d'avoir des zéros dans des cases dans le cas d'une matrice d'adjacence, on va juste représenter les arcs qui existent en fait, les liens qui existent. Donc c'est très avantageux pour un graphe qui est plutôt de faible densité. Maintenant, la deuxième façon, une liste d'adjacence de façon chaînée, c'est-à-dire en utilisant une liste chaînée pour les successeurs, pardon. Donc, on aura un tableau tête qui est en fait donc une représentation contiguë pour avoir les adresses où commence, ou les adresses début, ou les adresses tête en fait des successeurs de chaque sommet. Là, par exemple, pour le premier sommet, comme il n'en a pas, donc c'est nul. Et pour le deuxième, il en a, donc on aura l'adresse début, donc tête, donc de 2, on aura l'adresse début du premier successeur qui pointe aussi vers le deuxième successeur, vers le troisième, etc. si on en a 3. Et donc là où il n'y a pas de successeur, ça sera nul. Voilà, pour ce graphe-là. Là, c'est la liste d'adjacence sous forme chaînée de ce graphe-là. Maintenant, combien, enfin la complexité, on va voir combien on va consommer pour accéder aux successeurs et aux prédécesseurs. Le temps de la complexité en temporelle. Donc là, je donne aussi la structure. Qu'est-ce qu'on a? On a une structure en bloc, c'est une liste chaînée. Donc, on a d'abord un maximum de sommets pour le tableau tête, qui est statique en fait. Et bien sûr, chaque case du tableau tête indique l'adresse début du bloc des successeurs, du bloc du successeur qui lui-même indique aussi le prochain successeur, etc. Donc là, on a un sommet, donc là pour avoir la valeur du sommet. Là, le poids, si c'est un graphe valué. Là, on ajoute aussi une deuxième case aussi pour le poids, si on a un graphe valué, bien sûr. Voilà. On aura l'élément ou le sommet, la valeur du sommet, son poids et le suivant, pour indiquer le suivant dans la liste chaînée, c'est-à-dire le successeur suivant. Maintenant, si on veut avoir le successeur, donc on a juste à prendre l'adresse qui se trouve dans la case du tableau tête, qui correspond à X en fait, et avancer dans la liste chaînée jusqu'à avoir tous les successeurs. Là, c'est une complexion du degré demi-degré extérieur de X, bien sûr. D'accord? Parce que là, je vais avoir juste les arcs sortants de X, en fait. Là, j'ai tête de X. Et là, j'aurai les arcs sortants de X. Donc, je vais avancer dans ce sens. Et donc, la complexité, c'est en haut de T plus de X, en fait. Et là, si je veux avoir les prédécesseurs, c'est en fait chercher. Si je veux avoir les prédécesseurs de 5, par exemple, les prédécesseurs de 5, je vais chercher où 5 existent, en tout cas dans les listes chaînées ici. Donc, me balader dans toutes les cases du tableau tête pour localiser où est-ce que je peux avoir 5 comme étant successeurs. Quel sommet il a 5 comme successeurs. Donc, c'est ça, pour avoir les prédécesseurs. Donc, je me balade de I jusqu'à I égale. Donc, je lance une boucle de I, un boucle en I qui va de 1 jusqu'à N pour prendre les débuts, l'adresse début de chaque liste chaînée et vérifier où se trouve ce sommet X, parce que lui est un successeur. Il est successeur de quel sommet en fait? Donc, et là, j'afficherai donc les sommets, donc les numéros du sommet, des sommets qui ont cette valeur X, cette valeur plutôt X là, comme successeur. Voilà. Donc, j'ai une boucle en I pour me balader dans le tableau tête. Et ensuite balayer chaque liste chaînée pour trouver ce X là. Je balaye
chaque liste chez nous pour trouver ce X. Et quand je trouve ce X, j'afficherai l'indice ou le sommet, le numéro de sommet qui m'a donné comme successeur ce X là. Donc la complexité, bien sûr, vous voyez que donc, je vais faire pour chaque sommet. Donc bien sûr il y a un O de n ici, bien sûr. Pour chaque sommet je vais faire maximum m, un parcours de m. Donc j'aurai O de n plus m, et donc O de m à peu près, O de m pour chaque sommet maximum. Hein. Là j'ai le degré ici du sommet qui est là, ici j'ai le degré du sommet qui est là, etc. Alors si on veut récapituler, alors qu'il y a une petite comparaison entre la matrice d'adjacence et la liste d'adjacence. Alors pour ajouter un lien dans une matrice d'adjacence, j'ai juste à placer un 1, donc c'est O de 1, placer un 1 dans la case qui correspond à la case X et J, la case M et J en fait qui relie XI à XJ. Dans la liste d'adjacence, c'est juste ajouter, bien sûr c'est direct, ajouter donc le successeur. Hein. Maintenant supprimer un lien, bien sûr c'est O de 1, d'accord. Hein. Et là pour supprimer le lien, bon, si j'ai le lien qui est indiqué, je dois chercher ce lien et le supprimer. Voilà, je le supprime. Maintenant le parcours des voisins d'un sommet, donc bien sûr c'est dans une matrice c'est O de n, et là bien sûr donc c'est le degré de x. Hein. Sommet x c'est le degré de x. Et tester l'existence d'un lien, c'est O de 1 dans une matrice d'adjacence. Et le degré, en fait, pour tester, chercher donc là où il y a le lien, hein, dans le tableau des successeurs, bien sûr. Parcours de tous les sommets, bien sûr, O de n hein, dans une matrice. Et bien sûr, si je dois parcourir tous les sommets aussi dans les listes d'adjacence, c'est O de n. Maintenant, l'occupation d'espace, c'est O de n2 hein, pour une matrice d'adjacence. Et O de n plus 1 plus 1 dans une matrice, dans une liste pour quand je représente le graphe par une liste d'adjacence. Voilà, donc dans la prochaine étape nous allons voir donc les parcours dans un graphe, et donc la suite vous la verrez dans la prochaine vidéo.